La maison était exactement comme Hélène et moi l'avions construite, il y a 32 ans. Un bardage en cèdre, couleur feuille d'automne. L'érable japonais que nous avions planté à la naissance de Chloé et qui dominait maintenant l'allée du jardin. De l'extérieur, tout semblait identique. Mais je savais bien que les apparences sont trompeuses. Les surfaces les plus lisses peuvent cacher les plus sombres dessins. J'étais de l'autre côté de la rue, les mains tremblantes malgré la douceur de cet après-midi d'octobre à Lyon, durant le week-end de la Toussaint. L'invitation était arrivée 3 semaines plus tôt. La voix de Chloé sur ma messagerie, hésitante, pleine d'espoir. Ou du moins, c'est ce que j'avais voulu croire. « Papa, ça fait trop longtemps. David et moi, on aimerait beaucoup que tu viennes pour le dîner de la Toussaint. S'il te plaît, tu me manques. » 3 ans. 3 ans que je n'avais pas parlé à ma fille. 3 ans que ma femme, Hélène, était morte. 3 ans que tout s'était effondré. Mais je vais trop vite en besogne. Laissez-moi reprendre depuis le début, car le début a toujours son importance. Je m'appelle Antoine Dubois. J'ai 64 ans, officier de gendarmerie à la retraite après 35 ans de service. J'ai passé le plus clair de ma carrière à la section de recherche, ce qui signifie que j'ai vu le pire de ce que les êtres humains peuvent s'infliger les uns aux autres. Mais rien, absolument rien dans ma carrière ne m'avait préparé à ce que ma propre famille allait tenter de me faire. Hélène et moi avons élevé Chloé dans cette maison, notre fille unique, notre univers. Nous n'étions pas riches, surtout pour Lyon, mais nous vivions confortablement. J'avais ma retraite de la gendarmerie, Hélène était directrice d'école, nous avions économisé, investi prudemment. Nous avions fini de payer notre crédit immobilier. Au moment de ma retraite, il y a 5 ans, nous étions propriétaires de notre maison, sans dette. Dans le marché actuel, cela représentait un patrimoine de près d'1,5 million d'euros, sans compter ma pension et les quelques 700 000 euros que nous avions mis de côté. Nous avions des projets, Hélène et moi. Nous voulions voyager, découvrir la Bretagne, visiter l'Italie, peut-être passer les hivers sur la Côte d'Azur. Notre retraite était toute tracée. Et puis le diagnostic est tombé. Cancer du pancréas, stade 4. 6 mois, disaient les médecins. Elle a tenu 8 mois, se battant chaque jour. Au début, Chloé était là. Elle soutenait sa mère, elle me soutenait. Du moins, c'est ce que je pensais. C'est pendant la maladie d'Hélène que David a commencé à me parler d'opportunités. David Fournier, mon gendre. Banquier d'affaires, toujours tiré à 4 épingles, parlant sans cesse de marché, de portefeuille et d'investissements prometteurs. Il était marié à Chloé depuis 6 ans et je ne l'avais jamais vraiment apprécié. Il y avait quelque chose dans sa façon de regarder les choses, de calculer la valeur de tout, y compris, je le soupçonnais, des biens de son beau-père. « Antoine, » me disait-il en me prenant à part à l'hôpital, « je sais que c'est une période difficile, mais je dois te parler d'une occasion formidable. Une opération de capital investissement dans les technologies médicales. On est au tout début. J'ai juste besoin que tu te portes garant pour un prêt de 450 000 euros. On double la mise en 18 mois. Garantie, garantie. » J'avais été gendarme assez longtemps pour savoir que rien n'est garanti, sauf la mort et les impôts. Et j'étais en train de voir ma femme mourir. Alors la mort, je savais ce que c'était. « J'y réfléchirai, » répondais-je, en essayant de retourner auprès d'Hélène. Mais David était tenace, même à l'enterrement. Surtout à l'enterrement. Maintenant qu'Hélène n'est plus là, tu dois penser à ton héritage, à ce que tu laisses à Chloé. Cet investissement pourrait assurer son avenir. J'ai dit non, fermement. Et c'est là que tout a basculé. Chloé a cessé d'appeler. Quand c'est moi qui appelais, elle était froide, distante. « Tu tiens plus à ton argent qu'à ta propre fille ?» m'a-t-elle lancé un jour. « Maman aurait honte de toi. » Cette phrase m'a blessé plus que tout. Mais j'ai tenu bon. J'avais vu trop de gens tout perdre à cause d'investissements garantis. Et il y avait quelque chose de malsain dans l'insistance de David, dans sa pression, alors que j'étais en plein deuil. Mon instinct hurlait. Et 35 ans dans la gendarmerie m'avaient appris à écouter mon instinct. Alors, nous ne nous sommes plus parlé.
3 ans de silence. 3 ans à me demander si j'avais fait le bon choix. 3 ans à dîner seul pour la Toussaint, en regardant la chaise vide d'Hélène et la place inoccupée de Chloé. Jusqu'à ce message, il y a 3 semaines. Cette invitation. Je voulais croire que c'était sincère. Je voulais croire que ma fille était revenue à la raison, qu'elle ressentait mon absence autant que je ressentais la sienne. J'aurais dû me méfier. Ce mardi matin-là, j'étais dans ma cuisine à réécouter le message de Chloé pour la 10e fois quand on a sonné à la porte. Je n'attendais personne. À travers le Judas, j'ai vu une femme que je ne connaissais pas. La cinquantaine, cheveux bruns coupés courts, vêtue d'une blouse d'infirmière sous un manteau. « Monsieur Dubois ?» dit-elle quand j'ouvris. Son accent était léger, peut-être du Nord. « Mon nom est Marie Bouchard. Je suis infirmière libérale. Je travaille pour votre fille. » Mon cœur s'est serré. Chloé était malade? Oh non, pas encore. Pas un cancer, non. Non, non, s'empressa de dire Marie. Elle va très bien. Elle m'a engagé pour m'occuper de quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux entrer? Ce que j'ai à vous dire est très important. Je l'ai fait entrer, je lui ai préparé un thé et j'ai écouté. Je travaille pour votre fille et son mari depuis 6 semaines, commença-t-elle, les mains serrées autour de sa tasse. Ils m'ont dit qu'ils m'engageaient pour préparer votre arrivée. Ils m'ont expliqué que vous souffriez d'un début de démence, que vous aviez des crises, que vous pourriez devenir violent ou confus pendant votre visite, et qu'ils avaient besoin d'une professionnelle de santé sur place. C'est absurde, dis-je. Je vais parfaitement bien. J'ai fait un bilan de santé complet il y a 3 mois. Je sais, dit Marie. C'est pour ça que je suis là, monsieur Dubois. Je ne crois pas qu'ils m'aient engagé pour prendre soin de vous. Je crois qu'ils m'ont engagé pour les aider à provoquer une urgence médicale. La pièce sembla vaciller. Quoi? Marie sortit un dossier de son sac. Je suis très méticuleuse dans mon travail. Je pose des questions, je lis les dossiers, et je remarque quand les choses ne collent pas. Elle ouvrit le dossier. Votre fille a fait des recherches sur les lois concernant la mise sous tutelle, les hospitalisations sous contrainte, comment faire déclarer quelqu'un légalement inapte. Elle me montra des impressions de pages web, des recherches juridiques que Chloé avait consultées, des informations sur les ordonnances de protection juridique temporaire expliquant comment un membre de la famille inquiet pouvait demander le contrôle en urgence des affaires d'un parent âgé si ce dernier était jugé dangereux pour lui-même. C'est peut-être innocent, dis-je, même si mes tripes me disaient le contraire. Elle s'inquiète peut-être pour moi, je vieillis. Monsieur Dubois, dit doucement Marie, j'ai trouvé chez eux des médicaments qui ne leur appartiennent pas. Des benzodiazépines, des molécules qui peuvent causer de la confusion, une désorientation, des difficultés d'élocution, des symptômes qui ressemblent beaucoup à la démence ou à un AVC. Mon sang se glaça. Vous pensez qu'il prévoit de me droguer? Je pense qu'il prévoit de créer une crise médicale, corrigea-t-elle. Avec moi comme témoin, une professionnelle qui pourra attester que vous sembliez confus, agressif, inapte. Il pourrait vous faire hospitaliser et demander une mise sous tutelle d'urgence pendant que vous seriez incapable de vous défendre. Mais pourquoi? Je connaissais déjà la réponse. Votre fille et son mari ont de graves problèmes financiers, dit Marie à voix basse. J'ai surpris des appels, des menaces de créanciers. David a fait de très mauvais placements, des crypto-monnaies, je crois. Ils ont perdu des centaines de milliers d'euros. Leur maison risque d'être saisie. Ils ont besoin d'argent, monsieur Dubois, désespérément. Et moi, j'ai de l'argent, dis-je d'une voix creuse. Oui, et s'ils obtiennent votre tutelle, même temporaire, ils peuvent y accéder, vendre votre maison, vider vos comptes. Le temps que vous puissiez contester ça devant un tribunal, tout aurait disparu. J'étais assis là, à regarder cette femme que je venais de rencontrer, essayant d'assimiler ce qu'elle me disait. Que ma fille, mon unique enfant, la petite fille à qui j'avais appris à faire du vélo, que j'avais accompagnée à l'hôtel, était en train de comploter pour me détruire. Pour me voler, me faire déclarer incompétent et s'emparer de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Pourquoi me dites-vous tout ça? Finis-je par demander. Vous travaillez pour eux.
Les yeux de Marie s'emplirent de larmes. « Mon père, dit-elle doucement. Il y a 4 ans, mon cousin l'a convaincu de lui signer une procuration. Juste pour l'aider avec la paperasse, disait-il. En 6 mois, mon père n'avait plus rien. Sa maison vendue, ses économies envolées. Il est mort dans une maison de retraite publique, sans un sou, rongé par la honte. » Elle essuya ses larmes. « C'est à cause de lui que je suis devenue infirmière libérale. » Pour protéger les gens. Je ne participerai pas à ça. Je ne laisserai pas ça arriver à une autre famille. Je la crus. Peut-être parce que j'avais passé ma vie à décrypter les gens, à distinguer le vrai du faux. Ou peut-être parce que je voulais croire qu'il y avait encore du bon en ce monde. « Savent-ils que vous savez ?» demandai-je, mon ancien métier reprenant le dessus. « Non, j'ai été très prudente. J'ai tout découvert hier, quand Madame Fournier m'a demandé de valider un protocole médical pour votre visite. Le protocole incluait l'administration de sédatifs si vous deveniez agité. Elle voulait que je signe, pour justifier la nécessité médicale. Mais vous n'avez pas signé ? Je lui ai dit que je devais d'abord vérifier mon assurance responsabilité civile. Ça m'a fait gagner du temps. Il pense que je vais coopérer. Quand est-ce que ça doit arriver ? Au dîner de la Toussaint, ce samedi. Vous devez arriver à 14 heures. Il prévoit de vous servir du vin qui aura été altéré. En moins d'1 heure, vous paraîtrez confus. Je suis censé vous examiner et recommander une hospitalisation immédiate. Votre fille a déjà rempli la demande de mise sous tutelle. L'avocat de David est prêt à agir. On était mardi. J'avais 4 jours. Marie, dis-je prudemment, seriez-vous prête à témoigner ? Elle hocha la tête. Oui, mais il nous faut plus que mon témoignage. Il nous faut des preuves. Elle avait dit « nous ». Cette femme qui ne me devait rien était prête à risquer son travail pour m'aider. Je dois passer quelques coups de fil, dis-je. Le premier fut pour Jacques Perrin, mon ancien coéquipier à la gendarmerie. Il était toujours en service, à la brigade financière. Je lui ai tout raconté. « Antoine, c'est très grave, dit-il. Si c'est vrai, on parle de tentative d'escroquerie, d'association de malfaiteurs. Mais il te faut des preuves solides, il faut les enregistrer. » Je sais, tu peux m'aider ? Officiellement, non. C'est une affaire de famille. Officieusement, il marqua une pause. Je connais une avocate qui est spécialisée dans ces cas-là. Très bonne, très discrète. Le second appel fut pour l'avocate que Jacques m'avait recommandée, Sarah Lévy. Sa spécialité était l'abus de faiblesse sur personnes âgées et elle était réputée aussi brillante qu'impitoyable. Nous nous sommes vus l'après-midi même dans son cabinet sur la presqu'île. « Monsieur Dubois, dit-elle après que je lui eus tout expliqué, je vais être direct. Ce que votre fille et votre gendre prévoient est une escroquerie criminelle. Mais pour le prouver, il faut les prendre sur le fait. Êtes-vous prêt à le faire ? À affronter votre fille et à l'enregistrer en train de commettre un crime contre vous ? » Étais-je prêt ? À regarder ma fille tenter de me détruire ? À rassembler des preuves qui pourraient l'envoyer en prison ? Elle a déjà détruit notre relation, dis-je. Elle a fait ce choix il y a 3 ans. Maintenant, je dois me protéger. Sarah hocha la tête. Alors voici ce que nous allons faire. Pendant les 3 jours qui suivirent, nous nous sommes préparés. Sarah obtint l'autorisation d'un juge pour me permettre d'enregistrer les conversations chez ma fille, étant donné la menace crédible d'exploitation financière imminente. Marie continua de jouer son rôle d'infirmière docile, nous rapportant leurs préparatifs. « Ils sont 6 sur 2, me dit-elle jeudi soir. David ne cesse de répéter. Samedi soir, tous nos problèmes seront réglés. Votre fille semble plus nerveuse, mais elle suit le mouvement. A-t-elle des doutes ? » Marie hésita. « Je crois qu'elle s'est raconté une histoire où tout ça est justifié, où vous êtes le méchant qui l'a abandonné. David est très doué pour renforcer ce discours. » Le vendredi matin, Sarah appela. « On a un autre problème. Notre enquêteur a examiné les finances de David Fournier. C'est pire que ce qu'on pensait, Antoine. » Ils ne sont pas seulement endettés. Il fait l'objet d'une enquête pour fraude sur les valeurs mobilières. Une pyramide de Ponzi. Ils risquent des poursuites pénales. Ils sont aux abois, ce qui les rend dangereux.
À quel point? Les gens désespérés font des choses désespérées. Une fois qu'ils auront la tutelle, même temporaire, qu'est-ce qui les empêchera d'accélérer votre déclin, de s'assurer que vous ne puissiez plus jamais rien contester? Le message était clair. Si j'étais mort, Chloé hériterait de tout, sans discussion. Il nous faut du renfort près de la maison, dis-je. Jacques s'en chargea. 2 gendarmes en civil seraient garés à proximité, prêts à intervenir au signal de Sarah. Elle écouterait tout grâce au micro que je porterais. Samedi matin, je me tenais devant mon miroir, ajustant le minuscule micro scotché sur ma poitrine. Je ressemblais à n'importe quel grand-père, vulnérable, une proie facile. Le trajet jusqu'à la maison de Chloé, à Écully, prit 20 minutes. Un beau quartier, des maisons avec vue, de jeunes familles. Le genre d'endroit qui criait la réussite, mais qui était hypothéqué jusqu'au cou. Je me suis garé de l'autre côté de la rue à 13h55. J'étais en avance. J'observais la maison. Je vis Chloé s'agiter à l'intérieur. L'espace d'un instant, je me suis laissé imaginer que tout était vrai, que nous allions nous réconcilier. Puis je vis Marie sortir sur le perron. Elle repéra ma voiture et son visage se figea. Elle secoua la tête, très légèrement. Puis elle descendit les marches et se dirigea vers moi, l'air de rien. Je sortis de ma voiture. « Monsieur Dubois !» Sa voix était urgente mais maîtrisée. « N'entrez pas, faites demi-tour et partez. » « Qu'est-ce qui a changé ?» J'étais dans la cuisine. J'ai entendu David au téléphone. Il a avancé le plan. Ils ne vont pas attendre le dîner. Dès que vous franchirez la porte, ils vont dire que vous semblez désorienté, agressif. Ils appelleront le SAMU immédiatement. Mais ça change tout. Marie me saisit le bras. J'ai entendu autre chose. Il a dit à son interlocuteur que si la tutelle ne fonctionnait pas, ils avaient un plan B. Il a dit, d'une manière ou d'une autre, ce problème sera réglé ce soir. Mon sang ne fit qu'un tour. Il veut me tuer. Je n'en suis pas certaine, mais la façon dont il l'a dit... Monsieur Dubois, s'il vous plaît, votre vie vaut plus que n'importe quelle preuve. Je regardais la maison. C'était un piège, peut-être mortel. J'ai sorti mon téléphone et appelé Sarah. « Antoine, vous êtes en avance. » Ils ont changé le plan, et il y a une menace crédible sur ma vie. Marie a entendu David parler d'un plan B. La voix de Sarah devint tranchante. « Partez de là, tout de suite. J'appelle les unités. On en a assez pour un mandat avec le témoignage de Marie. On a la conspiration, l'intention. On montera un dossier, mais pas si vous êtes mort. » Je voulais discuter, entrer, confronter ma fille. Mais un gendarme sait quand il faut battre en retraite. « D'accord, dis-je. Je pars. » « Je suis désolé, dit Marie. « Vous m'avez sauvé la vie, je l'ai interrompu. Merci. » Je suis monté dans ma voiture, mais avant que je puisse démarrer, la porte d'entrée s'est ouverte. Chloé est apparue sur le seuil. « Papa ? Papa, c'est toi ?» Je me suis figé. C'était sa voix, sa vraie voix, pour la première fois en 3 ans. « Papa, entre, le dîner est presque prêt. » J'aurais dû partir, mais c'était ma fille. Une part de moi devait lui donner une dernière chance. Je suis sorti de la voiture. « Chloé, » dis-je en m'avançant, mais en m'arrêtant sur le trottoir. « On doit parler. »« Bien sûr, mais entre, il fait froid. » Elle souriait, le même sourire qu'elle avait petite fille. « Non, ici. Chloé, je sais ce que David et toi préparez. » Son sourire s'effaça. « Papa, de quoi tu parles ? » La demande de mise sous tutelle, les médicaments, le plan pour me faire déclarer inapte. Son visage devint blême, puis rouge. « Qui t'a dit ça ? Papa, tu ne comprends pas. On essaie de t'aider, on s'inquiète pour toi. » C'était exactement le scénario que Sarah avait prédit. Je n'ai pas de démence, Chloé, et tu le sais très bien. Le stress, la mort de maman, la solitude... Arrête, je suis au courant de vos dettes. De l'enquête pour fraude sur David. Je sais que vous avez besoin d'argent. David apparut derrière elle. « Antoine, super de te voir. Entrons donc nous réchauffer. »
Restez où vous êtes, dis-je, ma main cherchant instinctivement mon ancienne arme de service. Le masque amical de David tomba. « Chloé, rentre !»« Non, » dit Chloé. « Papa, s'il te plaît, écoute-nous. Vous avez besoin de mon argent, et vous étiez prêt à me détruire pour l'avoir. C'est toi qui as détruit notre relation en premier, » cria Chloé, la voix brisée. « Tu m'as abandonné après la mort de maman. Tu as choisi ton argent plutôt que ta fille. J'ai choisi de ne pas me porter garant pour financer un des plans foireux de David. » Ce n'est pas de l'abandon, Chloé, c'est du bon sens. David la coupa. C'était un investissement. Un argent que David a de toute façon perdu dans sa pyramide de Ponzi, n'est-ce pas? Il est sous le coup d'une enquête. Tout ce que tu as pu lui donner a disparu. Chloé se tourna vers David, sous le choc. De quoi il parle? Il ment, dit vivement David. Antoine, tu es clairement confus. C'est exactement ce qui nous inquiétait. Chloé, appelle le 15. Dis-leur que ton père fait une crise. Je porte un micro, dis-je calmement. Tout ce que vous dites est enregistré. Il y a des gendarmes à 2 rues d'ici. Et votre infirmière, Marie, a déjà fait une déposition complète. David se figea. Chloé nous regardait, la compréhension se lisant peu à peu sur son visage. « Papa, murmura-t-elle, qu'est-ce que tu as fait ?» Je me suis protégé de ma propre fille. C'est là que j'ai vu la main de David glisser vers sa poche. Mon entraînement a pris le dessus. J'ai reculé, utilisant la voiture comme bouclier. « Ne bouge pas. »« Tu bluffes, » dit David, mais sa voix tremblait. Nous sommes restés figés. Puis la voix de Sarah a crépité dans mon téléphone que j'avais oublié. « Antoine, les unités arrivent. 30 secondes. » David l'a entendu. Il a filé à l'intérieur de la maison. Chloé a hurlé. Il n'est pas allé loin. 2 gendarmes en tenue d'intervention l'ont intercepté derrière la maison, menotté. Chloé s'est effondrée en sanglotant sur les marches du perron. Chaque fibre de mon être voulait la réconforter, mais je suis resté où j'étais. Ce n'était plus une enfant, et je ne pouvais rien réparer. David Fournier a été condamné à 22 ans de prison ferme pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et plusieurs autres chefs d'accusation. Sa pyramide de Ponzi avait floué plus de 40 investisseurs, la plupart des retraités, pour près de 9 millions d'euros. Chloé a accepté de plaider coupable et de témoigner contre lui. Elle a écopé de 3 ans de prison avec sursis, de 500 heures de travaux d'intérêt général et de l'obligation d'indemniser les victimes, même si, David ayant tout perdu, il n'y avait plus grand-chose à rembourser. J'ai vendu la maison 1 an après le procès. Trop de fantômes. J'ai acheté un appartement plus petit, avec vue sur la Saône. J'ai utilisé une partie de l'argent pour créer une bourse au nom d'Hélène à l'Université Lyon 2 pour les étudiants en gérontologie. Aujourd'hui, je suis bénévole 3 jours par semaine dans une association d'aide juridique qui vient en aide aux seniors confrontés à des problèmes financiers. Le mois dernier, Chloé s'est présentée à l'association. Elle voulait devenir bénévole. Nos regards se sont croisés. Elle a voulu partir. « Chloé, attends !» ai-je appelé. Elle s'est retournée. « Papa, je suis désolée, je ne savais pas. Je vais m'en aller. »« Pourquoi es-tu ici ?»« Je voulais aider, me racheter. Mon psy m'a suggéré que ça pourrait m'aider à guérir. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. Et pour la première fois, je n'ai pas seulement vu la fille qui m'avait trahi. J'ai vu quelqu'un qui essayait. On est ouvert les lundis, mercredis et vendredis, de 9h à 15h, ai-je dit. Tu commenceras par l'accueil et l'orientation. Tu veux dire que je peux rester? Je veux dire que tu peux être bénévole. On verra comment ça se passe. Ce n'était pas le pardon, pas encore, peut-être jamais. Mais c'était un début. Nous travaillons dans les mêmes locaux maintenant. On est professionnels, cordiaux. Parfois nous nous consultons sur des cas complexes. Elle est douée pour créer du lien avec les gens. Je suis doué pour repérer les signaux d'alerte. Ensemble, nous formons une équipe correcte. La semaine dernière, après avoir aidé une vieille dame dont le fils tentait de lui faire signer la vente de sa maison, nous nous sommes retrouvés sur le parking. « Un café ?» a-t-elle finalement demandé. « Il y a un bistrot au coin de la rue. On pourrait juste parler. » J'ai failli dire non. Garder mes distances, c'est plus simple. Mais j'ai entendu la voix d'Hélène dans ma tête. « Laisse du temps au temps, Antoine. » « D'accord, ai-je répondu.
Un café, ça me va. Nous avons parlé pendant 2 heures. Pas de la relation que nous avions avant. Celle-là était brisée, irréparable. Mais peut-être, juste peut-être, que nous pouvions construire quelque chose de nouveau. De plus petit, de plus prudent, de plus honnête. La vie ne vous donne pas toujours les fins que vous espérez. Parfois, il n'y a pas de grande rédemption ou de retrouvailles en larmes. Mais parfois, il y a un café, une conversation, et la possibilité qu'avec le temps, il puisse y avoir plus. Pour l'instant, c'est suffisant. C'est assez.